On le sait, les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent bâtir des empires ou les réduire en cendres. Mais au fond, d'où vient ce pouvoir? Qu'est-ce qui donne à certains mots, à certaines personnes, leur autorité? C'est une question qu'on se pose rarement. Et pourtant, au quotidien, on obéit. On obéit à certaines paroles, à certaines personnes, sans la moindre menace. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que leur voix, à eux, porte plus que d'autres? Alors, pour y voir plus clair, la penseuse Hannah Arendt nous dit qu'il faut commencer par faire le tri. Il y a deux choses que l'autorité n'est pas. D'abord, ce n'est pas la force brute, la contrainte. Ça, c'est l'échec de l'autorité. Ensuite, ce n'est pas non plus la persuasion, quand on débat entre égaux pour se convaincre. Non, l'autorité, c'est autre chose. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La véritable autorité, celle qui fonctionne, elle ne s'impose pas. En fait, elle existe seulement quand une hiérarchie est perçue comme légitime et qu'on accepte volontairement de s'y plier. C'est un consentement. Ok, mais cette idée de légitimité, d'où vient-elle? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Direction la Rome antique, parce que c'est vraiment là que le concept prend racine. Le mot lui-même nous donne un indice énorme. En latin, c'est autoritas. Ça vient du verbe augere, qui veut dire augmenter, accroître. Pour un Romain, avoir de l'autorité, ce n'était pas créer quelque chose de neuf. Non, c'était un devoir sacré, celui de renforcer, d'augmenter la fondation originelle de la cité. C'est fascinant parce qu'on voit bien l'image d'une sorte de chaîne, une chaîne ininterrompue. L'autorité chez les Romains, elle partait des fondateurs presque mythiques. Elle passait par les ancêtres et elle arrivait jusqu'au présent. Chaque décision était comme connectée à ce passé sacré. Bon, cette autorité qui vient du passé, elle n'a pas qu'une seule forme, loin de là. Pour bien saisir la nuance, regardons deux exemples, deux modèles antiques qui sont radicalement opposés. D'abord, premier cas de figure, le général grec Agamemnon. Son autorité, elle est presque tangible, on peut la voir. Elle est concentrée dans un objet, le sceptre qu'il tient à la main. Ce qui est incroyable avec Agamemnon, c'est que son autorité ne dépend pas du tout de la qualité de ses discours ou de sa logique. Non, tout vient de cet objet. Ce sceptre, c'est pas n'importe lequel, il a été forgé par un dieu, transmis par d'autres dieux, puis de roi en roi. C'est une autorité purement héritée. Il ne l'a pas méritée, il en est le dépositaire. Maintenant, on change complètement d'univers. On quitte la Grèce mythique pour le champ de bataille avec le général carthaginois Hannibal. Juste avant un combat crucial, sa façon de parler à ses troupes, c'est tout l'inverse. Chez Hannibal, il n'y a pas de sceptre divin, pas d'héritage des dieux. Son autorité, il l'a forgée dans la boue et le sang, avec ses soldats. Il leur rappelle les victoires, les épreuves qu'ils ont traversées ensemble. C'est une autorité qui se base sur l'expérience partagée. C'est une légitimité qui se prouve, qui se vit. Elle ne s'hérite pas. Alors voilà, on a ces deux grands modèles, l'autorité de la tradition, de l'héritage, et celle de l'expérience vécue. Et ça a fonctionné pendant des siècles. Et puis, arrive le siècle des Lumières, et là, tout change. On propose une toute nouvelle base pour l'autorité, une base qui se veut supérieure à toutes les autres. La raison, la vérité pure. L'idée est séduisante, bien sûr, mais elle pose une question fondamentale. Est-ce qu'il suffit d'avoir raison, de dire la vérité, pour que la parole ait de l'autorité et soit obéie? Eh bien, pas si vite. Le philosophe Chaim Perlman nous tire la sonnette d'alarme. Il dit que c'est une illusion de penser ça. L'illusion, très répandue, de croire que les faits parlent d'eux-mêmes, que la vérité s'impose toute seule. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la vérité, toute seule, est impuissante. Pour qu'un argument, même le plus vrai du monde, puisse avoir un impact, il faut d'abord une condition, que les gens soient prêts à écouter. La forme, la manière de dire les choses, devient au moins aussi cruciale que le fond. Et ça nous amène directement à aujourd'hui, à ce qu'on peut appeler la crise moderne de l'autorité. Une époque où les bases mêmes du dialogue rationnel semblent s'effriter de toutes parts. Un exemple parfait de cette menace. Il suffit de regarder comment fonctionnent les théories du complot. C'est un cas d'école de perversion de la logique. Parce que leur logique est imparable, dans un sens pervers. Pour une théorie du complot, l'absence de preuve n'est pas un problème. Au contraire, ça devient la preuve ultime que le complot est réel et qu'il est très bien caché. C'est un cercle qui se referme sur lui-même. Le philosophe Frederick Worms utilise une image très parlante pour ça. C'est une course, mais une course complètement inégale. D'un côté, on a le travail de la vérité, lent, patient, méticuleux, qui demande des preuves. C'est la tortue. Et de l'autre, la rumeur, rapide, impulsive, virale. C'est le lièvre. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, on sait très bien qui gagne la course la plupart du temps. Mais Hannah Arendt, encore elle, nous dit que le problème est peut-être encore plus profond.
Cette crise de l'autorité, ce n'est pas juste un truc politique ou médiatique, ça touche aux fondations même de la société. Elle observe que cette crise s'est propagée à des relations qu'on pensait fondamentales, presque naturelles. La relation entre un prof et son élève, entre un parent et son enfant. Ces hiérarchies qui semblaient aller de soi sont aujourd'hui remises en question. Et quand ces modèles de base s'effondrent, comment peut-on encore comprendre ce que le mot autorité veut dire ? Et cette observation, pour elle, mène à une conclusion assez vertigineuse sur la question même qu'on est en train de se poser. Puisque toutes ces expériences communes de l'autorité, la tradition, la famille, l'école, se sont effritées, Arendt suggère qu'on s'est peut-être trompé de question depuis le départ. On devrait peut-être arrêter de se demander qu'est-ce que l'autorité, et plutôt se demander qu'est-ce que c'était l'autorité. Et ça nous laisse avec une pensée un peu déstabilisante. Et si on essayait de comprendre quelque chose qui, dans son sens le plus profond, le plus originel, n'existait tout simplement plus aujourd'hui?